Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Une nouvelle semaine qui démarre sous de bons auspices. La parenthèse de ce lundi sera aux couleurs du bien-être. Tout d'abord, nous allons parler de l'andropause. Et bien, n'allez surtout pas chercher loin. C'est la ménopause au masculin. Et puis, nous allons évoquer large assurance pour le renforcement du capital humain. Un programme initié dans le but d'apporter une réponse forte à l'état des lieux jugés critiques en matière de protection sociale des acteurs de l'informel. Eh bien, nous saurons tout sur qui et comment en bénéficier. En gros, c'est la protection sociale qui sera en débat. Et puis, vous le savez, dans la parenthèse, c'est la bonne humeur, le maître mot. On se détend un instant donc avec le show de pipi. Madame, monsieur, la parenthèse est ouverte. Comment tu me vois? C'est bon? Très bien, chérie. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais laisse-moi t'arranger ça. Papa, Adi Mia. dis-le. Voilà. Oui. C'est bon, Bisous. papa, ça y est. Mais attends, tu n'as rien dit à propos de ce que nous mangerons aujourd'hui. Ah, j'ai oublié. Oh, après, évidemment, on dit. Je me suis déjà préparé. D'accord, je t'attends. Il y a quand on a plusieurs choses dans la tête. Non, ça paraît. Ça paraît. Aïe, c'est l'huile ça. C'est fort tête. Ça, on appelle fort tête. Il y a fort tête, il y a tomate. Tomate. Papa, Il y a tout dedans. depuis Il y a quand as-tu cuivre. commencé par faire les emplettes toi-même? Hmm? Depuis quand as-tu commencé par faire les emplettes toi-même? Non, c'est pas ça. Je constate que quelqu'un profite l'autre. Papa. Oui, ma chérie. Papa. Ma chère l'épouse. C'est ça. À comprendre. Comme la situation est changée, il faut que je fasse les achats moi-même. Et j'ai déjà commencé. Et quand j'ai commencé, j'ai pris le goût. Tu as raison, hein, tu as raison. Et avec ce que je te donne, avec ce que tu me prépares là, et ça montre, il y a quelques vides là. Je comprends pourquoi vous faites l'autre chose. Je ne vais pas appeler. Chose? Non, je ne vais pas appeler le nom. Quelle chose? Non, c'est bien. Désormais, c'est moi qui fais. Il y a les maïsons là, les riz, autres là. Mais les petits condiments là, c'est ça, c'est sur ça que l'autre chose sort. Les jonglages là. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Sans ça, vous ne pouvez pas continuer votre activité, l'autre activité. Avec ce que j'ai commencé maintenant. Papa, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tout ce qui contribue à la décence d'une femme nécessite de l'argent. Et beaucoup d'argent. Les pailles, Je le fais. c'est de l'argent. Je- Les chaussures, je le faisais les déjà. boucles d'oreilles. Je le faisais déjà. Tu comprends? Oui, je le faisais Tout déjà. ça nécessite de l'argent. Oui, mais tu m'as toujours acheté de C'est ces ça, ornements. c'est ça. Mais un homme ne peut tout offrir à sa femme. Dès où après, on dit à la police. Je ne le fais pas. Non, et tu m'as dit, il faut pas, à cause de ton truc là, faut pas gonfler le chiffre. Papa. Parce que ça maintenant, j'ai compris que parfois, les femmes gonflent le chiffre. Parce qu'avec ça, je peux acheter ça. Mais chez vous, avec ça, vous comprenez? Bon, je ne dis pas beaucoup, chérie, il faut consommer ça comme ça. C'est dur, mais il faut consommer. Et c'est toujours comme ça. Et ça va être toujours comme ça. Ça commence aujourd'hui et ça termine comme ça. Merci. Alors ma chérie, tiens ta bouche. Debout nous encore. Ah, j'ai oublié. Les agments de nous, hein. Pardon. Et moi, tu vois ça? Ça fait 8 jours d'huile à moi. À moi. 1, à moi. 2, 3, à ma 4, etc. Et non. Et ça, tu as cru boire.
en Jean Wegbe, en Jean Wesson, etc. Mané, et Mayo Boni Vodio, Asia. Un époux pour le moins particulier, j'espère qu'il n'est pas comme ça, lui. Amos, bonjour. Bonjour Emma. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Pas à ce point. Pas à ce point. Donc vous êtes déjà juste un peu. dans les cordes, Non mais bon, il faut faire de l'économie au foyer, mais il ne faut pas exagérer. n'est-ce pas? Ouais. Donc vous êtes partisan de ceux qui vont marcher eux-mêmes, Les hommes Pas qui vont marcher eux-mêmes? forcément, mais pour faire plaisir à son épouse, pourquoi pas. n'est-ce pas? Alors ça, c'est plutôt pour la galanterie, Voilà. pas pour d'autres raisons. Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs, bonjour au docteur Amos Bokodaro. Bonjour Mylène. Un mari qui fait les emplettes lui-même pour des raisons de gestion rationnelle, ça te tente? Pas du tout. Du tout pas. Alors. Aucune femme ne voudrait de ça. Sinon, il finira par décompter le poisson dans la sauce. Et voilà. le nombre de bouillons qu'il faut utiliser par jour, Ouais. le niveau d'huile qu'il faut pas. utiliser. Ah non, Mais c'est tout ça aussi, exagéré. c'est pour préserver aussi la santé, non? Ah oui, bon, d'une certaine manière, oui, dans une certaine mesure, oui. Mais ça nous décharge aussi, on pourrait accepter, qui sait. Il va aussi finir par compter les graineries. Hein. Elle aura 3000 grains aujourd'hui, 2500 demain. C'est jamais. C'est possible. N'est-ce pas? De toute façon, c'est un bon début. Un bon début Oui. pour la suite. Allez, on installe la première escale de cette émission. Vous le savez, madame, monsieur, c'est santé. Santé aujourd'hui s'intéresse à... À l'andropause, on a brossé le sujet le lundi dernier. On va l'expliquer aujourd'hui, l'andropause. Qu'est-ce que c'est, Hermone Amengan? Tu n'es pas épargné. Les hommes, vous n'êtes pas épargnés. Vous avez votre dose de ménopause. Docteur Bokodaro, bonjour. Bonjour Mylène. Je ne me suis pas trompée. L'andropause, c'est bien la ménopause de l'homme, en quelque sorte. La baisse de testostérone. Oui, c'est une petite erreur de dire que c'est la ménopause de l'homme parce que contrairement à la femme, il ne s'agit pas ici d'un arrêt du fonctionnement du gonade mâle, mais plutôt d'une altération d'une des fonctionnalités des testicules, parce qu'il faut rappeler que les testicules ont deux fonctions, une fonction exocrine qui est la production des spermatozoïdes, une fonction endocrine qui est la sécrétion d'hormones. Donc c'est lorsque cette sécrétion d'hormones ne se fait plus de façon optimale, lorsqu'il y a un déclin de cette sécrétion d'hormones, c'est là on parlera de déficit androgénique lié à l'âge et non d'andropause, qui voudrait dire qu'il y a totalement arrêt de fonctionnement des gonades, ce qui n'est pas vrai. D'accord. Et tous les hommes sont destinés à prendre par là? Non, pas tous les hommes. C'est aussi cela la nuance avec les femmes. Chez les femmes, c'est tout le monde. Oui. Et ça se passe de façon irréversible. Et ça altère la fonctionnalité totale des ovaires. Mais c'est certains hommes qui feront, ce n'est pas tous. Et d'autres hommes le feront même de façon transitoire. Et peut-être après, les choses redeviennent normales. Et quelles sont les causes? Parce qu'il doit en avoir, puisque des hommes passent par là et d'autres non. Bon, cause, oui, des facteurs génétiques. Des facteurs génétiques sont incriminés. Il y a aussi l'alimentation qui est parfois mise en cause. Et le manque d'exercice physique et sportif, voilà les facteurs combinés, sans oublier le tabagisme et l'alcoolisme qui, de façon inexorable, vont influer la baisse de testostérone. Voilà un peu quelques facteurs qu'on pourrait incriminer qui feront que certains hommes feront le déficit androgénique lié à l'âge, qu'on appelle DALA, et que d'autres ne le feront pas. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son alimentation? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? Quels sont les types de vitamines qu'il faut avoir en abondance? On ne parlera pas en termes de vitaminothérapie, mais plutôt d'alimentation équilibrée. Aujourd'hui, nos habitudes, c'est de manger n'importe quoi. Si ce n'est pas Karim à l'autre coin de la rue, c'est chez Diallo, où on prend un grand plat de spaghettis bien huileux. Avec du lait lait caillé. Avec du lait caillé, mais avant d'arriver au lait caillé, il y a assez d'huile, on augmente de la mayonnaise, on prend 2 œufs, 2 omelettes et tout. Donc tout cet excès Assez de graisse, pimenté en plus. très bien, tout cet excès de graisse, cet amas de graisse ne fera aucun bien à l'homme parce que cette graisse va s'accumuler dans l'abdomen sous forme de mauvaise graisse qui va
compétir avec la testostérone et avoir tendance à baisser le taux avec l'âge. Donc, c'est qu'il ne peut plus avoir des enfants, c'est bien ça? Ah, mais il aura des enfants. aura des enfants. Il aura certainement des enfants, puisque j'ai expliqué que la fonction exocrine n'est pas entachée. La production de spermatozoïdes est toujours là, mais c'est la production de testostérone qui est endommagée. Donc, et ce n'est même pas endommagé à 100%. Et ce qui sera altéré, c'est peut-être, sinon sûrement, les fonctionnalités liées à la Et testostérone. quelles sont ces fonctionnalités, justement? Voilà, c'est le caractère sexuel secondaire. Le caractère sexuel secondaire. Donc, vous comprendrez qu'un homme qui est à ce stade-là de sa vie, il faut dire que ça arrive vers la soixantaine, 60, 65, 70 ans. Un homme qui est là, vous allez comprendre qu'il y aura une baisse de la libido. C'est d'abord les troubles sexuels qui constituent le premier motif de consultation. Les hommes s'inquiètent, c'est ça qui les amène à l'hôpital. Baisse de la libido, c'est-à-dire ils ne sont plus attirés par tout ce qui est féminin. Je me rappelle un tonton qui m'a dit une fois, mon fils, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je suis d'un froid glacial quand une femme est à côté de moi. Qui plus est, mon épouse, je ne sens plus rien du tout, aucune attirance. Et au pire des cas, on assiste à une éviction. Il y a certains hommes qui évitent carrément leur épouse. Et vous comprendrez pourquoi dans les pays occidentaux, on assiste de plus en plus à une augmentation du taux de divorce chez des hommes d'âge élevé, surtout si leur épouse était un peu plus jeune et que l'homme n'arrive plus à la satisfaire, l'homme n'est plus du tout attiré par elle. Ajoutez à ça une dysfonction érectile, c'est-à-dire une baisse de l'érectilité, une éjaculation qui n'est plus ce que ça doit être, la jouissance qui n'est plus ce que ça doit être, et puis tout ça combiné fait que les troubles sexuels créent d'énormes dégâts dans certains foyers qui ne sont pas basés sur un socle solide. Ajoutez à ça, il y a d'autres signes, la pilosité qui baisse, la peau qui devient fragile, les muscles qui deviennent très 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 fragiles et perdent leur énergie, l'homme qui perd son élan vital, il n'est plus tonique, il n'a plus envie de rien faire, il ne peut plus prendre des initiatives, il ne peut plus réfléchir, il devient amnésique, il oublie tout le temps, il est d'humeur parfois exécrable, grincheux, insomnie supérieure à 5 heures de temps, etc., etc. Donc ces signes, sans oublier aussi l'ostéoporose, parce que la testostérone intervient dans la minéralisation des os. Donc ça baisse, comprenez que ça va entraîner une fragilité osseuse, et ces hommes aussi à un certain âge auront tendance à faire une fracture pathologique. Et ça intervient à quel âge à peu près? Je l'ai dit, c'est 60, 65, 70 ans. Mais déjà, il faut comprendre qu'à partir déjà de 35, 40 ans, on assiste progressivement à une baisse de la testostérone à raison de 1% par an. Donc, c'est un phénomène insidieux, progressif, qui évolue à bas bruit. Mais ce n'est pas chez tous les hommes chez qui la testostérone est baissée. Ce n'est pas eux tous qui feront le déficit androgénique lié à l'âge. J'ai expliqué qu'il y a certains facteurs, il y a quelques instants, qui pourraient intervenir dans la survenue ou pas d'un tel déficit. Rassurez-les, ça n'a rien d'héréditaire. Non, génétique, oui, mais hérédité, non. Il y a certains gènes qui sont incriminés, mais parlant d'hérédité, non. J'ai oublié de parler aussi de certains signes. Je l'ai dit la dernière fois sur votre plateau, que l'homme aura tendance à se féminiser. Parfois, il peut y avoir la gynécomastie. Il y a une obésité androïde. L'abdomen, l'homme prend du volume au niveau de l'abdomen et tout. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement le déficit androgénique lié à l'âge qui est la seule cause de la gynécomastie. Il y a plusieurs autres causes. Vraiment? Oui, mais alors, quelle est la prise en charge adéquate de ces personnes atteintes de déficit androgénique lié à l'âge? Voilà. Je préfère dire ça parce que c'est plus chic. C'est plus chic, c'est plus ça élégant fait moins et ça dit plus flipper. vrai. Et ça dit plus vrai. Et ça fait moins flipper. Les symptômes sont pareils. On l'a dit ici la dernière fois. La conduite à tenir, d'abord, il faut comprendre que ça sera une prise en charge pluridisciplinaire. L'urologue, le médecin urologue va jouer son rôle, le sexologue va jouer son rôle, l'endocrinologue va jouer son rôle, le psychologue va jouer son rôle. C'est un peu ça. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, mais il le faut pour pouvoir aider l'homme. Ce n'est pas une fin en soi, mais ces signes sont aussi vécus comme inhabituels pour l'homme.
Imaginez un homme qui, à un certain âge, n'a plus envie de rien faire. Au moindre effort, il est tout le temps fatigué et ça fait vraiment fripper. Mais Et docteur, tu t'imagines, puisque sous nos cieux, la vitalité, elle est associée en quelque sorte à l'homme, petit âge, donc un homme qui se retrouve dans une situation du genre, j'imagine bien ce qu'il va traverser. Oui, la dysfonction érectile est insupportable pour tout homme parce que c'est comme si on perd une certaine puissance. C'est comme on le dit souvent en langage vulgaire, son chat n'attrape plus la souris. Voilà, oui, mais donc docteur, c'est mais compliqué. à 70 ans, que recherche-t-on encore? Que ne va-t-on pas rechercher à son Merci désir? pour la réponse, Merci. Herman. On t'attend bientôt, Oui, mais enfin, il va falloir encore patienter longtemps, mais parce on que- va patienter quand même. n'est-ce pas? Oui. En tout Mais il y cas, en a qui, à 95 ans, ont toujours leur vigueur, leur virilité. pour C'est pourquoi il faut savoir vivre, il faut savoir s'alimenter. à 95 ans, on risque de faire un infarctus. Ah, mais pas forcément. Pas forcément. Il y en a qui conçoivent à 95 ans. Il faut beaucoup faire d'exercices physiques et sportifs, se maintenir tout le temps jeune. Et je pense que là, on diminue ces risques d'aller à ce déficit-là qui n'est pas agréable pour l'homme. Merci, docteur. C'est moi. Merci. Herman Amengan, Hmm. Alors, prends des précautions, tu suis les conseils du docteur. Hein? Bien sûr. Mais je suis un fan de sport. Donc Magnifique. je Ça, on l'ai le dit. sait, un éminent animateur sportif. Merci pour le compliment. Allez, Mylène, on va le dire ainsi, hein, on va faire attention à tout ce que nous consommons, voilà, parce que Pas le de premier, tabac, le pas premier d'alcool. médicament de l'homme, c'est justement son Son alimentation. aliment, c'est vrai. Quand on sait que plus de 11 millions de personnes meurent à cause, donc selon les chiffres de l'alimentation, de ce qu'ils injectent dans leur ventre chaque année. Donc on va faire attention, messieurs, si vous voulez garder votre virilité jusqu'à peut-être votre tombe, eh bien, vous savez désormais quoi faire. Parce qu'il faut arriver aussi viril au paradis, hein, c'est important. Ah oui. Bien sûr. Allez, cette émission va se poursuivre. On installe le son d'ici. Le son d'ici, c'est avec la dame Kendiaoundé. Avec elle, on essaie donc de percer tout ce qui entoure les richesses culturelles de notre pays et bien sûr les richesses culturelles de nos langues. Mais aujourd'hui, il ne s'agira pas, on va dire, de proverbes comme on l'a fait depuis le début de cette saison de la parenthèse, mais il s'agira de quoi déjà? Dis-nous tout, Rebecca Kenyan, on dit bonjour. Bonjour Herman Amengan, bonjour Mylène, bonjour aux téléspectateurs. Bruno, bonjour. Bonjour Rebecca. Alors oui, tu le disais, aujourd'hui ce serait un peu particulier, je dirais même que pour le compte de cette semaine, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, ce sera un peu particulier. Tu sais, je connais Herman Amengan parce que je côtoie Herman Amengan. Je connais Mylène Fanou parce qu'on se côtoie, on parle, je connais son nom de famille, mais je ne sais pas forcément ce qu'il y a à savoir autour de son nom de famille. Je ne sais pas non plus ce qu'il ne faut pas manger, comment se tenir, quelles sont les leçons à retenir au sein de sa famille. Et du coup, aujourd'hui, on s'intéresse à une famille, ce sera comme ça demain aussi. Donc aujourd'hui, on est avec un instituteur qui va nous parler de sa famille, c'est la famille Edor. Comment Famille Edor. la famille Il y en a Edor, un qui oui. sera content, n'est-ce pas Bruno? Oui. En fait, même quand j'ai appris, quand l'instituteur me parlait de son nom, j'ai pensé tout de suite à Robert Copin. Robert Copin. Edor. Voilà, que nous saluons au passage. Qu'on salue au passage. Alors, bonjour, Aimé Césaire Edor. Bonjour madame, Vous êtes instituteur. Comment vous allez ce matin? je me porte à merveille. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors aujourd'hui, tel que je le disais, on va s'intéresser à votre famille. Déjà, quand on dit Edor, c'est de quelle région? Bon, quand on dit Edor, c'est de la région de Guinzin, précisément à Douy. Donc c'est Dans quel département du dans le Bénin? département du Mono, la Ok. commune de Comé. Ah, ok. Oui, c'est la commune de Comé. Donc c'est l'origine même de la famille Edor, c'est à Doji, précisément. Alors, notre Robert Copin Edor, lui, il est plutôt du Togo. Est-ce qu'il y a une différence ou bien la famille est éparpillée un peu partout? Oui, c'est le fait de comment dire,
le fait que les parents cherchant toujours le bien-être, la migration a fait que certains se sont émigrés vers le Togo, le Ghana, en Europe particulièrement. C'est ça qui a fait que la grande partie se trouve au Togo. Sinon, l'origine même, c'est le Bénin. L'origine même, c'est le Bénin. D'accord. Oui. Alors, quelle langue vous parlez au sein de votre famille? Nous parlons le Péda. Mais comme vous savez, d'habitude, c'est nos mamans qui donnent les premières langues aux enfants. Ce qui a fait que notre grande arrière-grand-mère est Mina du Ghana. Ce qui a fait que, bon, la majorité de nous, moi particulièrement, je ne maîtrise pas le Péda, mais je parle couramment le Mina. D'abord, on vous permet de dire bonjour en Mina à votre famille. Quelques secondes, très rapidement. Merci. Je pense que c'est par là que vous allez regarder. Mon traduction? Oui, c'est juste une salutation. Voilà, il salue tout le monde. Surtout, il a donné des noms de personnes particulières à saluer qui sont à Lokossa. Donc, c'est luminant. Donc, c'est vraiment. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, oui, la famille, c'est aussi une femme et un homme. La famille, il faut l'agrandir. Et justement, quand une femme doit entrer dans votre famille, comment est-ce que ça se passe concrètement, les fiançailles? Concernant les fiançailles, bon, d'habitude, ce n'est pas courant de voir directement le nouveau gendre apparaître directement dans la famille. Il côtoie les jeunes garçons du quartier, il prend des renseignements jusqu'à ce qu'il s'approche des parents. Maintenant, en s'approchant des parents, les parents cherchent maintenant à connaître davantage aussi ce monsieur pour savoir si dans sa famille il n'y a pas de désordre. Bon, le désordre dont on parle, si sa maman est sérieuse, si sa maman est sous le toit, comment ça se passe, tout sera un peu. Et finalement, il y a une liste des articles, des choses qu'on donne pour une petite dot et après une grande dot. Et ça dépend de comment le nouveau gendre s'y prend. D'accord. Alors, parlez-nous des totems culturels au sein de votre famille. Qu'est-ce qu'on doit savoir si on veut intégrer la famille Edor? Concernant les totems culturels, je peux parler de ce qu'on ne mange pas. On ne mange pas particulièrement le poisson qu'on appelle aboli. Pourquoi? Ah bon, le poisson-chat? Le poisson-chat? Le poisson-chat, oui. On ne mange pas du tout aboli. C'est compte tenu de la tradition. Parce que c'est une famille qui vénère, un culte qui a les cicatrices 2x5. Donc les 2x5 n'autorisent pas la consommation du poisson aboli, le poisson-chat, comme vous le dites tout à l'heure, le poisson-chat. Deuxième chose, on ne tue pas le python chez nous. Si tu vois le python est vénéré. En fait, vous ressemblez, ou bien votre culture ressemble un peu à la culture de ceux de Ouida? Oui, approximativement. Ok. Et approximativement, c'est la même chose. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on retrouve les mêmes signes chez le poisson-chat que chez le python? Exactement, c'est le même signe. Si on voit dans le visage du poisson-chat, on a le 2x5. De même que chez le python, c'est le 2x5. C'est ça qui fait qu'on ne maltraite pas ces animaux. Ok, et qu'est-ce qui se passe quand un enfant, parce que la famille, c'est vrai que vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, un fils de la famille va épouser une fille d'une autre famille et qu'ils ne sont même pas au Bénin, qui sont à l'extérieur du pays, et que l'enfant là-bas consomme ce type de poisson, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour de pareils cas, si d'habitude nous disons que ce qu'on connaît
c'est sur ça que, bon, c'est ça qui fait du mal à l'homme. Quand on est dans l'ignorance, Dans il y a pas l'ignorance, forcément on est de pardonné. fait. Ça On n'a est pas pardonné, de fait. Ça n'a pas d'effet. Bon, quand ils sont à l'extérieur et ils consomment de pareilles choses, peut-être qu'ils ne le savent pas. Et s'ils, peut-être, au moment où ils auront connaissance du fait que, ceci que nous faisons, ça ne sied pas à notre pratique, ils vont changer et peut-être il y aura des rituels qu'ils vont faire après pour remédier à ça. D'accord. Est-ce que vous avez des danses particulières? Concernant les danses, oui, il en a. Il en a de plusieurs sortes, mais je ne suis pas du tout habitué à ces danses. Vous ne dansez pas? Je danse, mais nous sommes, comment dire, nous ne sommes pas dans la culture de façon permanente. Et nous sommes vraiment... Vous chantez au moins? Bon, je ne chante pas tellement. Pas tellement. Vous pouvez nous fredonner quelque chose? Oui, je peux vous fredonner. Oui, allez-y. On vous accompagne? D'accord. Agbeame, tonye de ova la gbedu, hihe menyona o. Agbeame, tonye de ova, jigbe se sonu me dasina o. Okpona duna, okpona duna, okpona duna. Agbeame nunwe le wasi. Voilà, merci beaucoup. Alors, on revient sur la famille, enfin, sur le couple encore au sein de la famille Edor. Alors, chez vous, quand la femme commet l'adultère, est-ce qu'il y a une punition particulière? Bien, comme vous venez de le dire tout à l'heure, tous ceux qui ne sont pas dans la famille, quand je dis dans la famille, c'est tous ceux qui sont expatriés à l'extérieur et autres, là, d'habitude, bon, ils n'admettent pas qu'on reprenne de pareilles femmes. Ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont à l'intérieur? Je dirais que ceux qui sont à l'extérieur. Ok. Parce qu'ils ne connaissent pas les pratiques ou bien les rituels qu'il faut pour reprendre cette femme. Parce que quand tu commets l'adultère, c'est que c'est une faute lourde. Et que dans la tradition, il y a une manière de faire pour pouvoir récupérer. Si le consentement y est toujours pour récupérer de telles femmes. Donc il y a des pratiques et des rituels qu'il faut faire. Mais si vous n'êtes pas dedans, et si vous ne vous rapprochez pas des sages, des sachants pour pouvoir le faire, bon, c'est rare fois que ce n'est pas du tout accepté. Ok, d'accord. Oui. Tu as peut-être une question, Raymond? Vous nous dites un proverbe de chez vous? Un proverbe. D'accord. Concernant un proverbe, je dirais ça dans ma langue. Hein? Oui, vous pouvez y aller. Bon, je peux dire étélé. Quand vous avez étélé à yadou. Étélé. Quand vous avez étélé à yadou. Et ça veut dire quoi? En quelque sorte, c'est tout comme une famille, un papa qui a... Littéralement traduit, ça fait il y a de Il y a du liam. Et pourtant, on en souffre. On en souffre. Ça, c'est littéralement ça. Mais ici, ça veut dire quoi? Une famille dans laquelle le papa a plusieurs filles. Plusieurs filles et peut-être un garçon. Mais toutefois, le garçon manque de femmes, cherche de femmes et n'en trouve pas. C'est-à-dire qu'il est toujours célibataire, peut-être qu'il tombe sur des femmes et ça ne marche pas, etc. Mais il ne pourra pas, malgré que son papa a plusieurs femmes, il ne pourra jamais toucher à ses sœurs. Donc en clair, on pourra dire dans ces circonstances, étélé. Étélé, étélé. C'est un proverbe aussi dans l'air du temps. Hein, parce on est en période du yam. On a fêté le 15 août, il n'y a pas si loin que ça. Il n'y a pas si loin que ça. Rebecca? Alors, pour conclure, vous allez dire quoi sur la famille Edor? Sur la famille Edor, bon, je vous remercie sincèrement. La famille Edor, c'est une famille effectivement qui s'est élargie, mais s'est élargie vers les autres pays, surtout au Togo, en Allemagne et autres là, mais qui ne sait pas. C'est maintenant que nous fleurissons au Bénin particulièrement. C'est pourquoi d'habitude les gens croient que c'est des Togolais. Voilà, non, nous sommes béninois. Je pourrais dire aussi à la famille que l'union soit toujours de notre côté et nous, la fraternité. Il le faut. Il le faut. Merci beaucoup, Aimé Césaire Edor. Oui, merci à madame. Merci. Ce sera tout. Merci aussi à Rebecca, pile à l'heure.
Tu es resté dans le temps. Ben, qu'est-ce que tu veux? Tout comme Luen aussi. Ça suit. Allez, on va poursuivre cette émission. Merci, monsieur, d'être passé sur la parenthèse. Votre parenthèse à vous, elle se referme. Mais on va se poursuivre pour mes chroniqueurs et pour les téléspectateurs aussi. On va faire un peu de sport. Vous aimez le sport? Oui, j'aime le sport. Mais ce ne sera pas du sport, on va dire École. du sport pur et dur, mais Non, ce sera pas un vrai. peu du sport théorique. Oui, tout à fait. C'est Lexique Sport. Lexique Sport, c'est avec Bruno Soili, vous le savez, il est déjà avec nous, Bruno Soili. Aujourd'hui, on continue avec les surnoms des équipes de la NBA. C'est bien cela. C'est bien cela. Bonjour Herman, bonjour Mylène, bonjour Rebecca. On va boucler aujourd'hui avec notre série sur l'origine des noms attribués aux franchises donc, de la NBA. On va démarrer avec les Sixers de Philadelphie, que vous connaissez certainement très bien. Il faut dire qu'à ce niveau, en fait, on dit 76ers ou Sixers en abrégé et simplement. Pourquoi Sixers? Alors que la franchise existait depuis plusieurs décennies sous le nom d'abord de Syracuse Nationals. Donc c'était d'abord le premier nom de cette franchise. Donc les Philadelphia Sixers n'étaient pas appelés au départ Sixers, mais d'abord Syracuse Nationals. Les dirigeants ont décidé en fait de délocaliser le club donc, ou l'équipe à Philadelphie en 1963. Donc l'équipe a pris alors le nom de Sixers ou 76ers si vous voulez, en référence à la signature de la déclaration d'indépendance des États-Unis qui a eu lieu bien entendu dans la ville de l'amour fraternel le 4 juillet 1776. Alors la ville de l'amour fraternel, c'est bien entendu Philadelphie, un nom tiré donc du grec. On va aussi voir les Rockets de Houston. Les Rockets de Houston, il faut dire que la ville texane accueille un centre de la NASA et donc le lien entre le nom Rockets et Houston semblait déjà assez évident du fait de l'existence d'un centre de la NASA à Houston. Alors pourtant, l'origine de ce choix se trouve en réalité du côté de la Californie et pas à Houston. Donc la franchise fut créée en 1967 à San Diego d'abord. Donc Rockets qui est choisi à la suite d'un concours public qui fait référence au surnom de la ville californienne City in Motion, d'accord, et à l'industrie aérospatiale qui y réside. Alors, lorsque la franchise déménage finalement, on se délocalise à Houston en 1971, le nom qui colle parfaitement à l'identité de la cité texane est donc conservé. Donc, les Rockets de Houston sont restés, je dirais, fidèles donc à leur nom d'origine. Comme pour la plupart des franchises, nous avons pu le remarquer au cours de cette série. Alors, on va parler également des Spurs de San Antonio. Voilà, donc la franchise vit le jour en 1967 sous le nom de Dallas Chaparrals. Alors, face aux faibles fréquentations des fans les premières années lors des parties de basket disputées donc par l'équipe de San Antonio, il faut dire que l'équipe fut renommée le temps d'une saison, c'est-à-dire entre 1970 et 1971, les Texas Chaparrals, en évoluant également dans deux autres villes du Texas. Alors, face à cette tentative peu concluante, l'équipe va se réinstaller par la suite exclusivement à Dallas, donc va arrêter d'être à cheval entre deux villes. Et en 1973, les Chaparrals, comme on les appelait, furent relocalisés à San Antonio finalement suite à leur rachat par un groupe d'investisseurs texans. Donc voilà un peu l'histoire. Donc le club va être vendu et du fait de la situation géographique de son acheteur, donc le club va devoir changer de ville, on va dire de résidence, et donc à ce niveau-là, un concours public fut organisé, et si le choix a porté initialement sur Aztec, la décision finale s'arrête sur les Spurs. Donc Aztec n'étant pas considéré comme suffisamment original en son temps. Coïncidence ou pas, Herman, l'un des principaux investisseurs de la franchise est né dans la petite ville texane de Spurs, donc San Antonio Spurs. On va voir rapidement également une autre franchise, il s'agit des Celtics de Boston, que vous connaissez certainement avec donc le nom les Celtics. Herman fait référence à la culture celte
de nombreux ressortissants irlandais que compte Boston ainsi qu'au New York Celtics, une équipe de basketball très populaire qui a été créée à Brooklyn durant la Première Guerre mondiale, alors que d'autres noms circulaient comme les Wild Wings, Olympics ou encore Unicorns. Le fondateur de l'équipe, Walter Brown, donc, va choisir définitivement le nom des Celtics, pensant que celui-ci correspondait le mieux à l'identité de la ville. Donc, vous avez compris que dans la plupart du temps, les gens trouvent toujours des noms assez originaux qui collent à l'identité de la ville. On va parler des Hornets de Charlotte, Herman, que vous connaissez bien. Je sais que vous êtes un amoureux du basketball. Donc, le nom Hornets fait référence à deux équipes de la NBA qui sont bien distinctes. Il y a d'abord l'équipe originale, donc des Charlotte Hornets, qui a été créée en 1989 lors de l'expansion de la Ligue. Donc le nom Hornets fut choisi par les habitants de la ville lors d'un concours public. Ce nom trouve ses origines dans l'histoire de Charlotte d'abord. Lors de la Révolution américaine, la ville qui s'est opposée farouchement à l'occupation britannique fut qualifiée de nid de frelons. Alors, l'équipe quitta Charlotte pour New Orleans en 2002 exactement, afin de correspondre davantage à l'identité de la Louisiane. Les dirigeants de cette franchise donc, vont décider d'abandonner le nom les Hornets en 2013 pour celui de Pélican. Alors, il faut dire que lorsque le nom des Hornets est à nouveau disponible en 2013, Michael Jordan, l'actuel propriétaire, le récupéra, renouant ainsi avec le passé de la précédente équipe de Charlotte. Herman, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui, vas-y, tu as Voilà. encore quelques temps. Voilà, on va parler maintenant des Trail Blazers de Portland, les Trail Blazers de Portland. Alors, Trail Blazers est une expression signifiant les pionniers, simplement. Donc, Trail Blazer, donc si on peut dire que donc, Mylène est, je ne sais pas, Trail Blazer du rendez-vous de midi. Donc, voilà. Pionnier. Pionnier du rendez-vous des Voilà, midi. Trailblazer. Donc, c'est une expression anglaise, bien entendu, qui fait référence à la conquête vers l'ouest, donc de Oregon, et à ses premiers habitants. Voilà. Donc, pour autant, malgré son avantage historique certain, ce terme ne fut pas le premier choix pour être attribué comme nom à l'équipe de Portland. Le concours organisé à la suite de la création de cette franchise, c'était bien en 1970, donnait l'avantage au nom pionnier ou Trailblazer, si vous voulez. Malgré sa popularité, celui-ci a dû donc être écarté. Ce nom était déjà utilisé par l'équipe de football de l'université Lewis Clark à Portland. Donc voilà un peu, Herman, on a parcouru ce matin cette franchise pour étudier un peu l'origine du nom que ces équipes-là portent aujourd'hui dans la NBA que nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ainsi s'achève donc la série sur on va s'arrêter là. surnoms des équipes de la NBA. Dès mercredi, on va voir autre chose. N'est-ce pas? Mais pas en basket. N'est-ce On pas? ira en rugby. On ira en rugby cette fois-ci. Ouais. Pas de J'espère, football, hein. Oh, le foot, on en viendra aussi. j'espère qu'il y aura aussi Vous le aimez surnom le foot? des équipes au foot. Ouais, j'aime suivre des matchs de foot avec des supporters d'une équipe Comme précise. Bayern Barça? Oui, oui, oui. Bon, si Que vous avez suivi quelque part. si- Ah oui, oui. Avec les deux Qu'est-ce que équipes, les Bruno en sait? supporters des deux équipes Qu'est-ce que Bruno en sait? Alors, autour de moi, bien dites-moi sûr. tout. Dites-moi tout. Parce qu'il y a quelque chose donc, qui m'a échappé. Ah ouais, sérieusement? Oui. Herman qui supportait Barça et Bruno qui supportait... Le Bayern, non, vous, non, non, non. vous connaissez tout vraiment. Je ne me reconnais pas. Ouais, c'est ça. Je ne me reconnais pas. On espère avoir une série sur les surnoms des équipes au foot. Pourquoi pas? Est-ce que les dames sur le plateau connaissent quelques... Bon, c'est pas les écureuils. Tu ne dites pas les écureuils. Rebecca, une équipe, un surnom? Au moins celle du Au Togo? moins un seul? Oui? Non, même pas. Non, Même pas. c'est pas trop. Les Le éperviers surnom, du le Togo. surnom de Edor, c'est quoi déjà? Ah, mais attendez. C'est ça Les aussi. éperviers. Les éperviers. Elle a relevé le éperviers. défi. Mylène, à ton tour. Réal? Mais Mais tu veux quoi Le alors? surnom des équipes, d'une équipe, elle a dit les éperviers du Togo, il y a les Les écureuils du éperviers. Togo. Les lions de la Teranga, Il y a les écureuils aussi. les écureuils, les lions écureuils, indomptables, les lions indomptables du Cameroun, les aigles du Mali. On verra bien tout ça. Donc, tout ça. bon, il paraît que dans toute la jungle, on est allé chercher écureuils. Bon, c'est aussi pour... Mais, ce n'est pas Mais on a pour rien, mangé un peu du l'écureuil, lion quand On a même. mangé vite. du lion à la Coupe d'Afrique des Nations.
On a développé un appétit vorace pour le lion. Vous allez nous le dire pendant combien de temps? Ah, c'est mais une fierté, c'est une première. il faut le ressasser autant de Ah, fois donc, qu'il le faut. Ah Parce bon? qu'on a quand même bouffé 3 lions, hein, ou bien, ou 2. Deux. troisième nous Deux, a le un peu troisième laissé nous a quelque griffé. peu- nous a griffé. On a chassé le lion de l'Atlas. Oui. On a essayé de tenir tête. D'abord, on a tenu tête au lion indomptable. Indomptable On l'a en match de dompté. poule On l'a dompté. On a écarté le lion de l'Atlas. On est tombé sur le lion de la Teranga qui nous a griffé. qui nous a griffé. Un peu seulement. On espère que la revanche sera sanglante, en tout cas très prochainement. Et voilà, on va le dire ainsi. En novembre déjà, hein, les écureuils, on va faire Oui. très rapidement, on va ouvrir la brèche. Les écureuils qui ont joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, Donc, ça va être un calendrier chargé parce que ça va s'enchaîner avec les éliminatoires du mondial en même temps. Donc, il y a une dizaine de matchs qui doivent se jouer en un temps assez record. Donc, en 5 convocations, probablement ça va être 2 matchs par convocation. Wow. Donc, c'est difficile quand on sait que les championnats sont en train de reprendre en ce moment. Donc, les joueurs seront très sollicités, les muscles seront très sollicités. Donc, aux joueurs de vraiment savoir se ménager, se reposer quand il le faut et vraiment être au top parce qu'on veut être au Cameroun. C'est important. Après une telle belle Coupe d'Afrique des Nations, si on manque le Cameroun, ce c'est serait pas bien. un peu catastrophique quand Et même. comment vont les écureuils? Ouais, les écureuils, ils vont bien. Ce week-end, voilà, ça a été, je dirais, une prestation en demi-teinte pour les uns et les autres. Anan Tidjani qui continue de multiplier les matchs amicaux avec son nouveau club en Turquie. Une nouvelle défaite ce week-end en match amical. Bon, on espère que lorsque le championnat va démarrer, ça ne sera pas pareil. Et Saturnin Alagbé, 90 minutes Bruno, on encore va ce pas tout week-end. dire. On va pas tout dire Pour, sur la Bruno, parenthèse. Bruno, On va pas tout on dire. fait du foot, c'est Non, bien ça. on va pas, Bon, on on va pas referme la tout dire- parenthèse. On va pas tout dire sur la parenthèse. Si vous avez besoin de toutes ces informations, eh bien suivez ce soir à partir de 22h30 l'émission Soirée Sport qui vous dira tout donc sur l'actualité des écureuils du Bénin. Eh bien, on va poursuivre à présent cette émission. Il est dans les coulisses, il s'impatiente. Lui, c'est le représentant autoproclamé de grand-mère. Parade de grand-mère à présent. Didas Tossou est avec nous sur ce plateau pour Mylène Parade de grand-mère. Didas, bonjour et bienvenue dans la parenthèse. Bonjour Eman, bonjour le plateau. Bonjour, Tout le plaisir est pour nous de vous Didas. avoir. Bonjour Merci. Monsieur Didas. Bonjour Bruno. Monsieur Didas, bonjour. Bonjour Madame Hélène. Mylène Fano. C'est On quel nous genre de dit, sourire ça même? Je ne sais J'ai pas. rien compris. Je sais pas. Monsieur Didas, dis- bonjour. En fait, c'est une C'est un rubrique. sourire. J'ai rien compris quoi. Non, c'est une Une rubrique que salutation j'affectionne particulièrement Particulièrement. et le sujet du jour aussi particulièrement puisque donc. c'est le représentant de grand-mère aujourd'hui me donnera les réponses puisqu'on me l'a tout le temps dit tout au long de mon adolescence et là on me le dit toujours. Aujourd'hui je veux comprendre est-ce vrai ou tu Donc vois, c'est non? pour ça que ton sourire interpelle dans la pudeur catholique les explications du représentant de grand-mère. Oui, c'est bien ça. Et Meka, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Et la plupart du temps, quand une femme dépose son sac par terre, on lui fait non, il ne faut pas le faire parce que tu risques de perdre les miettes que tu as d'être Ah bon? d'être pauvre. Oui. Ben, Ah bon? j'ai Oui. jamais entendu parler. Oui, on le dit très souvent, monsieur Didastos. Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs parce que votre émission est suivie partout. Je remercie tout le monde, tous les Béninois et les Béninoises. Oui, quand la femme dépose son sac par terre, il ne faut pas dire seulement la femme, c'est tout le monde. Votre sac contenant des objets précieux, grand-mère demande de ne pas les laisser par terre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes ce que vous avez fait, les efforts que vous avez fait pour venir là, pour venir à bout, pour avoir ce que vous avez dans les sacs, peut-être qu'on va vous les prendre. Ce qui est précieux n'est jamais mis par terre. Par terre, ça veut dire que quand on dit quelque chose, la situation là, c'est par terre. Ça veut dire que ce n'est pas relevé. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Donc, je ne peux pas avoir quelque chose de précieux et le déposer par terre. Donc, il faut le garder, il faut bien le tenir. Le sac, surtout de la femme, nous les hommes, nous avons l'habitude de dire, on ne touche pas le sac de la femme. Et vous allez encore remettre par terre le sac de la femme, vous imaginez ce que ça va donner. Donc, grand-mère propose à ses filles de ne pas mettre leur sac par terre parce que ça contient
beaucoup de choses précieuses. Ben, moi, je me suis toujours dit qu'il y avait certainement un esprit ou des esprits qui viendront piocher mes sous. Oui, Monsieur mais Didas. ce que vous avez, ce n'est pas seulement esprit, mais c'est ceux qui sont autour de vous. Même dans le temps moderne aujourd'hui, dans le temps contemporain, mais on ne touche pas le sac de la femme, par exemple. Ou bien. Donc, de la même manière, vous n'allez pas laisser votre... Quand on dit par terre, ce n'est pas forcément la terre ferme comme ça. Vous ne laissez pas votre sac à n'importe qui. Donc, le mot par terre ici, ce n'est pas juste le sens littéral du mot, non. Vous ne laissez pas votre sac comme ça. Voilà. Mais oui. dans le contexte d'aujourd'hui, bon, moi je fais la mode, donc vous savez, on nous dit souvent, bon, ça reste aussi parade de grand-mère, sinon qu'une femme qui va à un rendez-vous selon la classe même de l'endroit où vous vous rendez, poser ton sac sur tes cuisses, c'est pas trop joli, ça fait pas trop joli, donc il faut déposer juste à côté de soi. Oui, déposer son sac à côté de soi, d'accord. Mais dès que vous êtes une femme, dès que vous le dites, c'est que les conditions sont réunies, les commodités sont là. Vous ne déposez pas votre sac par terre comme vous le pensez là. Non, si vous êtes parti pour une grande cérémonie avec votre personnalité, vous ne déposez pas votre sac par terre. Encore que ce n'est pas de grands sacs que la femme garde en ces moments-là, c'est des petits sacs, rapidement. Didas Oui, qui mais s'y connaît compose, aussi Voilà. en mode. Mais qu'on pose juste à côté de soi. Oui. Vous êtes assis quelque part, mais vous posez votre sac juste en bas de votre siège. Vous voyez, ça c'est peut-être votre modernisme, vous êtes quelque part, vous m'excusez, vous n'avez pas de chance d'avoir une autre, un autre siège à côté de vous, donc, sinon on vous permet d'avoir ça, vous êtes un peu éloigné des autres, parce que vous êtes là, vous êtes dans une certaine condition, vous êtes appelé dans certaines conditions. Vous n'êtes pas appelé pour... vous n'êtes pas spectatrice, mais vous êtes actrice. Voilà. Ok, d'accord. Mais alors, il y a quand même voilà, une autre maxime, ou je sais pas, un autre dicton qui dit qu'un homme ne doit pas mettre la main dans le sac de la femme. Il doit même pas mettre ses yeux dans le sac de la femme. Mais vous imaginez déjà ce que Cherche quoi, je dis. même? Donc, ne pas mettre son sac par terre, tout ça là dedans. Donc, ne laissez pas votre sac à la disposition d'un homme comme ça. Le contenu est très... Oui, il paraît qu'on peut tomber sur quoi? sur des Vas-y. choses que je ne veux pas nommer. Tout est précis dans le sac de la femme. N'est-ce pas? Voilà. Mais mesdames, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a autant dans le sac? On dit Dites-nous, que le c'est sac à mettre de la femme. précieux, Herman Amengan. Le C'est sac à mettre précieux, de la on peut femme. pas Mais pourquoi dévoiler. tu cherches à savoir? Mais quand le sac à mettre de la femme, Mais il y a si quoi on le dedans? dit maintenant, c'est fini, quoi. Je me mune ma Oui, De non, toutes les donc, façons, de toutes les façons, nous avons une idée. Si vous Et ne l'idée, voulez c'est pas quoi? dire, si vous ne voulez pas dire non, Mais avoir une idée, ce n'est pas forcément la vous bonne. sortez avec pas mal de choses. Non, Bruno, quand vous êtes... les femmes au même- quotidien, même- parfois nous voyons des objets qui sortent de ces sacs-là. quand Oui, même. mais Bruno, quand vous êtes chez vous, même votre épouse, votre chère épouse, quand elle est sortie, vous la voyez seulement, elle sort avec le sac. Mais vous n'arrivez pas à vous asseoir pour savoir ce qu'elle a mis dans le sac. Dans le sac. En tout cas, ce que- Est-ce qu'un homme a eu la chance de s'asseoir véritablement pour voir ce que la femme met véritablement dans son sac? Ah, non, non, pas ça, non. Ça, Bon, non. voilà. Mais Donc, de c'est toutes les possible. façons, ce qu'on sait, Vous c'est imaginez. que grâce à un sac à main, c'est tellement chargé que la femme peut faire un voyage soudain sans... Bon, comprenez. Ça Et même on fait un prend détour par la on maison. fait Ça fait un des détour à la précautions. maison. Oui, Voilà. mais Tout mesdames, y est. même, Voilà. même si vous n'allez pas nous donner l'intégralité du contenu, dites-nous au moins un aperçu du sac à main. Ce serait plus Rebecca? intéressant. Oui, c'est non, Herman. C'est non. Mais oui, Bruno, vous tu as- savez, il y a de... Non, de toutes les façons, elles ont besoin peut-être de maintenir ce mythe-là parce que la femme, partout, elle est toujours dans les retouches de son physique, de ce qu'elle a porté, de ses cheveux, de son visage. Donc, il y a tellement de choses à emporter. L'homme, dans la journée... Les- Vous savez, les- vous savez, les vous ustensiles sa- de vous savez, maquillage. grand- Mais la vous femme a savez, besoin de temps en temps de retoucher certaines choses. C'est peut-être les cheveux qui ont changé de position en journée, etc. Qui ont changé de position. Ah oui, ou bien en tout cas, il y a toujours, je sais pas, il y a toujours Quelque le chose à maquillage à un ajuster. moment donné, peut-être une petite sueur qui est venue tout gâcher, donc il faut reprendre, etc. Enfin, il faut aussi se mirer naturellement pour pouvoir faire Il y a certaines tout choses. ça. La Donc, femme- il y a la pas femme- mal de choses. la Mais femme- c'est à juste titre, ça se comprend la parce femme, que c'est sans l'être ça... qui surprend. Mhm. La femme, c'est l'être qui surprend. Donc, ne cherchez pas à savoir ce qu'elle met dans son sac, sinon la surprise
vous l'aurez avant de partir. Bon, il faut mieux qu'on vous surprenne et que vous soyez plus heureux. Mais monsieur, vous savez, il y a de ces hommes qui, quand ils se retrouvent en face d'une femme et qui ils doivent peut-être prendre un truc dans leur portefeuille, ils se retournent carrément pour pouvoir Oui, retirer parce que le l'objet portefeuille de l'homme Oui, aussi, le portefeuille, c'est élégant. Pourquoi est-ce que le portefeuille de l'homme aussi est précieux? Très précieux. J'ai même envie de répondre à cette Attends, mais question. tu es le représentant de grand-mère sur ce plateau, quoi. Non, je crois que ce que Mylène Fall vient de dire, en réalité, l'homme, ce qu'il a dans son sac, ce n'est que le moyen financier surtout. Je dis surtout. Il y a des petits papiers pour se rappeler de telle ou telle chose. Parfois des numéros. Des numéros. Parfois Mais Des quoi? le plus important chez Non, des lui, numéros de personnes c'est- ressources, peut-être. des numéros et parfois. souvent, c'est le moyen Bon, financier. il y a quand même des outils de travail Voilà, à des moments de donnés. travail. De Bon, travail, oui, oui. on Quel va appeler travail? on va Dans son appeler ça comme ça. portefeuille. J'ai mis ça en Et truc. maintenant, Mettons parfois ça aussi, comme ça. lorsqu'il y a des campagnes de sensibilisation sur le VIH-Sida et que vous tombez dedans, on peut vous donner quelques outils. Non, on appelle ça Voilà, biscuit. On appelle ça biscuit. Quelques biscuits. Voilà, quelques C'est biscuits. pour des campagnes de préservation de la santé. Travailler peut-être pour l'organisme. Maintenant, lorsque vous êtes tout avec les gens de la BMSI ou, je sais pas, les gens... Mais un employé, je ne sais pas, du programme mondial de Ok, lutte vous, contre vous le n'êtes sida. pas vous du- voulez- de lutte contre Non, le- on du n'est BNL. pas Pas des dedans. hommes. Ok. On n'est pas Ah dedans. bon? BNLS. Mais Monsieur Didas, concernant le sac à main, vous savez, moi j'ai toujours une question, mais il arrive que pour des raisons de galanterie, la femme souhaite que l'homme l'homme lui garde le sac. À ce moment-là, comment vous trouvez ça? Pour combien de temps? Ah ben, Je ne sais pas, peut-être Peut-être le le temps temps de d'une petite sortir. marche ou je ne sais pas, d'une petite Et balade. juste, vous n'avez pas Non, mais vous n'avez pas le droit de regarder à regarder. l'intérieur. C'est Vous tout. gardez juste Un ça. téléphone peut sonner, Non, mais tu n'as pas à besoin moins de... si elle vous dit regarde dans mon sac et prends. Très rarement. Donc, vous devenez transporteur. Très rarement. Très rarement. Ah Vous oui, devenez très rarement. transporteur, Regarde vous dans mon pouvez sac. même Très, pas très avoir- rarement. Donnez-moi mon Surtout quand sac, il la s'agit femme du dit, mais ne portable. demande pas, mets la main dans mon sac et prends-moi quelque Prends-moi. chose. Non, non, Donne-moi c'est mon très sac. Mais rare. moi, il m'est déjà arrivé à moi, on m'a demandé regarde dans Ben, ça, Oui, c'est- c'est sac et très prends. rare. Peut-être parce qu'elle sait qu'il n'y a pas les munitions là-dedans. Bon, À ce moment, le sac était catholique. bon. Ah, sinon que d'habitude, le sac n'est pas catholique. Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça. Alors, monsieur Didas, Oui. vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? L'homme qui se retourne pour retirer un truc dans son portefeuille, pourquoi? Vous savez, au temps de nos grands-mères, papa a toujours quelque chose de caché. On ne rentre pas partout chez papa. Oui ou non? Papa a toujours quelque part où on ne rentre pas. S'il ne vous autorise pas, vous ne rentrez pas. De la même manière, pour donner de l'argent, on n'a pas besoin de se mettre, de s'exhiber pour dire je suis en train de remettre, mais on fait un détour rapidement et on prend et on remet. Voilà. Est-ce que ce n'est pas pour que la dame, la femme ne connaisse pas le contenu, contenu, le nombre de plutôt, billets oui. qu'on a dans son portefeuille? Vous savez, si on vous montrait le nombre de billets, ce que vous pensez acheter, vous allez augmenter. Ah bon? Merci. Mais Vous ça, allez c'est des rémunérer. deux côtés. Hein. Merci. C'est des deux Voilà. côtés. C'est Votre aussi réponse bien du côté de la femme assez que du clair, côté de j'allais l'homme. ajouter ça. mais Vous m'avez marché sur la langue. Voilà. De toutes les façons, c'est mieux de le faire ainsi parce que généralement, déjà même, c'est pas bon de donner de l'argent à quelqu'un publiquement. Dans notre société, c'est mal perçu. c'est mal perçu. Quand vous vous mettez à compter de l'argent pour donner à quelqu'un publiquement, c'est pas En bon. parlant Oui. toujours des parents, on nous dit, la plupart du temps, même nos parents nous le disent, qu'il faut pas, on ne doit pas se coucher au même niveau Oui. que nos parents. Quand maman est bien allongée, il faut que toi, en te couchant, que tu descendes un peu. Je pense Ouais. que c'est pour toutes les personnes âgées. Hein. Oui, ça, vous le savez, grand-mère, je vous ai toujours dit que grand-mère, c'est au fil des années, avec des expériences, qu'elle déduit et qu'elle nous dit ce qu'il faut faire. À un certain âge donné, vous ne vous couchez plus auprès de vos parents. Mais au moment où vous êtes encore dans les mains, sous les girons des parents, vous ne pouvez pas vous coucher et avoir le même niveau, même oreille, avoir le même niveau d'oreille avec vos parents, qu'elle soit maman ou qu'elle soit papa. Pour deux raisons. La première, vous n'êtes pas animé de même esprit. Vous savez, l'esprit de papa, c'est pour vous couvrir, oui ou non? Ou l'esprit de maman, c'est pour vous couvrir. Je ne peux pas être au même niveau avec vous et pouvoir vous couvrir. Je vois sur une chaîne internationale un feuilleton là, et quand on finit, on prend le parapluie et les enfants restent sous. C'est les parents qui gardent le parapluie. Les enfants restent sous le parapluie. Ça veut dire quoi? Papa ou maman est votre parapluie. Donc l'esprit qui l'anime
Et l'esprit de nos grands-parents qui l'animent ou de nos grands-mères qui l'animent, c'est pour vous protéger. Vous savez, la nuit, quand vous dormez, vous ne savez pas à quelle heure les parents se lèvent pour voir si vous dormez bien ou encore pour voir ce qui se passe tour de dans la maison. Donc, c'est ça, pour vous protéger. Vous ne pouvez pas aller à leur niveau. Et un autre comportement, la deuxième paire de manches, c'est le respect. Le respect. On ne peut pas, on dit dans notre langue, finon ou gadidoto, c'est-à-dire quand le gombo là ne peut pas encore grandir, croître plus que son propriétaire. Donc vous ne pouvez pas grandir et aller plus haut que vos parents. Donc c'est signe de respect également. Edmond, je le disais à l'entame, mes parents, ils sont de vrais conservateurs. Moi, j'ai eu plusieurs fois des tapes pour des me cocotas, dire comme on lui dit. descends. Du coup, là, quand je m'allonge à côté d'une grande personne, c'est systématique, c'est automatiquement, on n'a plus besoin de me dire, ben voilà, descends, et puis je descends automatiquement. Ça se passe chez toi, Bruno? Oui, ça se passe et je crois déjà, pour aller un peu plus loin, déjà même quand vous êtes bébé, ça se passe avec maman. On sait que dans nos traditions, ce n'est pas toujours assise, que maman donne à téter au bébé. Donc parfois ça se passe, c'est vrai que ce n'est pas conseillé, mais dans nos coutumes, ça se passe comme ça, que maman se couche et qu'elle veuille donner à téter au bébé. À ce moment-là, le bébé ne peut pas rester à la même taille que maman, il faut le descendre à la taille de la poitrine pour pouvoir C'est encore mieux. pour qu'il y ait une asymétrie entre la bouche et Bon, ça se comprend aussi, ça se comprend. Mais déjà, tel que je vous l'ai dit, c'est affaire de couverture sociale, c'est affaire de couverture spirituelle. Oui, on ne peut pas se lever et dire arriver au même niveau alors que le parent qui est là, il est là pour vous couvrir. Et quand les couples, vous savez, l'homme est souvent, la femme est souvent de l'autre côté et l'homme est au bout du lit comme pour protéger. L'autre côté. Oui, l'homme est contre le mur. La femme est contre La femme le est mur et contre l'homme, il est juste à l'entrée. Ah, c'est Et je comme pense ça. que La plupart du temps, c'est ce qui se Bon, passe. mais Ah, c'est écoutez, grand-mère. grand-mère, oui. Grand-mère a statué sur ça. Ce que Mme Rebecca a dit, c'est mais c'est vrai. réel, n'est-ce pas? Mais c'est toujours pour la couverture. Ah, L'homme joue quel rôle devant la femme au foyer? Il y a la sécurité, vous savez ça. L'homme Bon, joue la le rôle place que la société lui accorde, c'est bien Oui, ça. et que la femme a Même dans la accepté. réalité. Et que la femme a accepté. fait comment? Quand vous êtes femme et vous êtes à la maison, l'homme est votre sécurité. La preuve, quand on est tous à la maison et un serpent entre dans la maison, on dit à l'homme d'aller le tuer. Mais est-ce que c'est À ce moment, parce que on va la tous plupart mourir. du Il y temps, a on va une tous chanson mourir. il y a une chanson qui dit sous mon temps. Bon, il y en a eu. Oui, non, mais donc non, c'est c'est- pour c'est- jouer. c'est Ça, une c'est une chanson. chanson. Non. Est-ce que ça, Non, si on rentre C'est un non, si on rentre dans- C'est pas que c'est Madame Rebecca, si vous voulez, ça, en réalité, ce n'est pas ça. Et quand on dit sous mon temps, nous avions une situation et je ne suis pas là ou je suis là et la femme a réglé, À décanter la a décanté situation. la situation. Qu'est-ce que nous voulons? La finalité, c'est que la situation Soit soit décantée. décantée. Donc la femme aussi peut. Mais constituer- attention, tel qu'elle a dit, vous vous couchez contre le mur, l'homme est au bout, mais dès qu'on frappe à la porte à 2h, 3h, la femme va vouloir se lever. C'est l'homme qui se lève. C'est quand c'est le jour, Donc, il est que au l'homme... bord du lit. Oui, c'est quand c'est le jour c'est que l'homme est là, on Ouais, dit, moi, je la papa se repose. C'est quand c'est le jour qu'on dit, papa se repose. Et on le protège en plein jour. Mais quand c'est la nuit, c'est l'homme qui se repose. On Il dit, envoie en c'est qui? C'est Même ça. la nuit, il y a des hommes qui ne se lèvent pas. Hein. On Ah va- bon, on- l'a on- dit, c'est- tout à c'est l'heure. rare. Ah oui, si C'est rare. un serpent entre dans la maison et qu'on m'appelle, on va tous mourir. Vous entendez? Non, faut pas rire les hommes. Hein. Didas, merci. Dans une certaine, Oui, tu me permets? Oui, et très Dans rapidement. une certaine mesure, moi je me demande, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le choix? Par rapport. Un homme, l'homme qui se dit être courageux ou l'homme qui se lève en premier pour aller tuer un serpent, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'a pas, dans une certaine mesure, le choix? Est-ce que ce n'est pas parce que la société dit de l'homme l'être fort, l'être... Attention, si oui, vous êtes et homme. est-ce que ce n'est pas une charge de trop contre Non, leur du dos? tout. Si vous êtes homme et que vous avez suivi l'éducation de grand-mère, vous ne pouvez pas, devant la femme, quand il y a serpent, vous ne pouvez pas laisser la femme le tuer. Grand-mère a été stricte. Oui, vous Grand-mère devez, a l'homme doit programmé pouvoir l'homme montrer, pour être, l'homme Les doit hommes qui n'ont montrer pas sa couché force avec physique grand-mère. Ah oui. et sa force de protection de la famille. Vous êtes là pour protéger la famille.
Henrik, tu as entendu, j'espère. Oui, bon, je Donc crois le ça. serpent, tu le tues. On verra bien. Merci, M. Didas Tassou. Merci beaucoup. Didas, merci. Merci Donc, beaucoup. grand-mère a programmé l'homme donc, pour être l'assurance sécurité donc, du foyer, Voilà. n'est-ce pas? Voilà. Et le gouvernement de notre pays a initié un programme pour l'assurance maladie aux plus pauvres, sinon aux personnes démunies, du fait d'un constat. Et ce constat est l'un des plus amers, c'est que, bien sûr, au Bénin, l'état des lieux est jugé critique en matière de protection sociale des acteurs de l'informel. Et pour pouvoir résoudre ce problème, le gouvernement a initié le programme Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain. En gros, nous allons mettre l'accent sur la protection sociale au Bénin. Que vaut la protection sociale au Bénin et où en sommes-nous avec le programme Arche? Nous allons en parler tout à l'heure. Ce sera dans le talk avec le coordonnateur du programme venant Kenom. Restez avec nous, enfin, on prend une courte pause et on revient juste après pour le talk. Nous apportons toujours des solutions quand nous sommes là et bien entendu. Vendez, achetez, communiquez. C'est sur votre émission Quoi acheter? Ça prouve que votre émission est suivie. Parce que nous sommes corrects, très corrects en affaires et ce sera gagnant-gagnant. Entreprise, particulier, promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Vous désirez connaître les bons plans du moment. Le seul canal incontournable, c'est Quoi acheter? Prenez pas le rendez-vous télé des bonnes affaires. Et soyez visible sur l'ORTB tous les mardis à 21h et les mercredis à 12h30. Infoline 66 29 60 60. Quoi acheter? Le bon réflexe achat. Précédemment, dans les grands championnats européens, des rois redevenus rois, des champions plus que jamais champions et des perdants magnifiques. Dans la nouvelle saison, les championnats reprennent leurs droits aux 4 coins de l'Europe. Ligue 1, Première Ligue, Liga et Serie A, ne ratez aucun épisode de la plus spectaculaire des séries. Profitez de la nouvelle saison des grands championnats européens seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous vite. Dans le souci de faciliter aux agents publics en service dans les divers ministères la formalisation de leurs demandes d'actes de naissance sécurisées, de certificats d'identification personnelle et de cartes nationales d'identité biométrique, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes informe les agents de l'État que des équipes d'appui se rapprocheront de leur ministère sur la base d'un calendrier précis. Dans l'esprit de prévention contre le Covid-19, il est demandé au personnel des administrations concernées de respecter scrupuleusement les mesures requises pour un bon déroulement de cet appui. Notez bien, le calendrier détaillé est en diffusion sur la radiodiffusion nationale. Avec l'ANIP, le droit à une identité juridique est garanti. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji. Le ministre du Travail de la fonction publique communique la date de clôture de la réception des dossiers de candidature au concours de recrutement de 60 élèves professeurs certifiés au profit du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, initialement prévu pour le mercredi 26 août 2020, est reporté au mercredi 2 septembre 2020. Par ailleurs, pour toute information complémentaire, liste des pièces à fournir, matière de composition, durée des épreuves, centre de composition, veuillez consulter le portail web du ministère à l'adresse www.travail.gouv.bj ou nous écrire à concours-public@gouv.bj. A signé ce communiqué la ministre du Travail et de la fonction publique Adidjatou Matis. Notez bien, les diplômes de tous les candidats déclarés admis seront soumis à une vérification d'authenticité. La protection sociale au Bénin, on en parle, on va évoquer le cas du projet Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain. Et pour en parler, il est avec nous, Venant Kenom, il est le coordonnateur donc, de ce projet. Venant, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, surtout un lundi matin, quand on sait combien vous êtes occupé pour la bonne santé de nos paisibles populations.
Alors, dites-nous, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la protection sociale au Bénin avant d'en venir donc au projet Arche? Vous savez, aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, lorsque nous avons commencé cette activité, on était à plus de 94% de la population béninoise qui n'avait pas accès aux mécanismes de protection sociale. Principalement les acteurs du secteur informel, les agriculteurs, les commerçants, les transporteurs, les artistes, n'avaient accès à aucun mécanisme de protection publique. Et c'est pour répondre donc à cette déficience que le gouvernement a décidé de mettre en place une vaste initiative dénommée Assurance pour le renforcement du capital humain pour pouvoir couvrir ces populations pour les mécanismes de protection sociale. D'où la naissance du projet Arche. Et c'est l'Arche, en quoi consiste le projet? Il faut dire que l'Arche est le principal mécanisme de protection sociale mis en place par le gouvernement béninois. Et à ce titre, il constitue une offre intégrée d'un paquet de 4 services de protection sociale, à savoir l'assurance maladie, la formation professionnelle, le crédit et l'assurance retraite. Nous disons que prioritairement, nous l'orientons vers les populations du secteur informel, mais il est retenu que les services de Arche sont disponibles pour toute la population béninoise. Toute la population peut avoir accès aux services du projet Arche, mais nous travaillons de façon prioritaire pour ceux qui traditionnellement étaient exclus du mécanisme de protection sociale dans notre pays. Alors, on va en venir à vous tout à l'heure. Bruno Swali, est-ce que vous avez la sensation justement que la protection sociale dans notre pays est véritablement, on va dire, effective, surtout pour les couches vulnérables et défavorisées? C'est difficile de dire. De toutes les façons, il y a quelque chose qui est fait, mais globalement, c'est difficile parce que je crois même pour le projet H, le coordonnateur est là, il va nous en dire certainement, c'est difficile pour les pays comme le Bénin. Difficile pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où, en termes d'assurance, vous connaissez un peu l'état des lieux, c'est assez compliqué. Alors, lorsqu'on parle des gens démunis, on sait que ça embrasse une large couche de notre société. Quand je dis large, c'est vraiment large. Et donc, à partir de ce moment, encore que pour des projets du genre, il faut passer à l'identification qui répond aux critères de pauvres, entre griffes, pour dire ça ainsi. Ailleurs, on parle des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, un truc comme ça, les indices de pauvreté, des choses du genre. Alors, sous nos cieux, comment définir où tout le monde, où presque tout le monde est dans le besoin, comment définir, je ne dirais pas tout le monde, mais presque tout le monde, la majorité est dans le besoin, comment définir le pauvre dans un pays voilà, qui est en train de se développer. Donc, c'est assez difficile. Donc, moi, je salue vraiment le travail que le projet a fait. Il va nous répondre tout à l'heure. Nous expliquer. De toutes les façons, on ne peut pas dire que ça se ressent de façon forte parce que nous sommes 77 communes au Bénin et je crois que le projet H se concentre sur 7 communes. Pour une phase pilote d'abord. Donc, on n'est qu'à la phase pilote. On ne peut pas d'abord espérer ressentir véritablement les effets à tous les niveaux. C'est Dassa, c'est Glazoué, c'est Copago, Djougou, Soava, Abomey-Calavi, je ne sais pas s'il y en a encore. Mais déjà, dans ces communes-là, seulement entre décembre 2019 et février 2020, il y a eu déjà, je crois, plus de 600 personnes qui ont été prises en charge dans la zone de Dassa. Glazoué, c'est déjà, on est à 172 personnes qui ont été vraiment prises en charge. Et dans la zone, je crois, Djougou, Copago, on va dire ça comme ça, c'est 399 personnes qui ont été prises en charge. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Ce n'est qu'une phase pilote, on ne peut pas être pressé, mais c'est le type de projet qu'il faut pérenniser dans la durée pour que ce projet-là quitte la phase pilote et entre véritablement dans sa phase active, s'étendre à d'autres communes parce qu'on est 77 communes, donc 7. Vous comprenez qu'on ne fait même pas encore, je crois, ça fait 10%. 10% seulement de nos communes. Donc, vous comprenez, donc il y a encore 90% qui ne sont pas encore concernés. C'est assez compliqué. Alors, Mylène, tu as certainement une assurance maladie qui te couvre dès que tu as des pépins physiques. Dis-moi, comment est-ce que ça se passe quand tu te rends à l'hôpital? C'est simple. La plupart du temps, tu présentes ton assurance, on s'assure que c'est toi et puis on te soigne. Et ça te couvre à hauteur de
Une petite marge quand même. Une petite marge. Oui. Alors, je trouve, moi par contre, que ce projet-là, il est très intéressant parce que la plupart du temps, les ouvriers, les agriculteurs et autres, on ne pense pas vraiment à eux, mais par contre, ils constituent une vraie couche de notre société. Et Bruno, ce qu'il disait, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on connaît le Béninois. Il faut qu'on puisse faire un sondage pour pouvoir savoir qui est vraiment dans le besoin. Parce qu'il y en aura... Qui est démuni, quoi. Oui, oui. Il y en aura certainement qui ne seront pas à fond dans le besoin, mais qui vont se présenter en tant qu'être démunis et puis en tant que quelqu'un qui en a besoin. Encore rapidement, oui, avant de repartir vers le coordonnateur, les quatre aspects que touche le projet H, que sont la formation professionnelle, l'assurance maladie, l'assurance retraite, je crois, et le crédit également, on sait que ces 4 domaines où, au niveau du Bénin encore, c'est assez compliqué. Vous prenez même des gens qui ont un emploi, combien ont une assurance maladie? Je parle bien des gens qui sont salariés, rémunérés à la fin de chaque mois, combien véritablement, si il faut déjà les considérer comme des gens qui ne sont même pas démunis. C'est-à-dire parce qu'ils ont un boulot, voilà, ils ont un job, ils ont une rémunération mensuelle. Une rémunération mensuelle. S'il faut déjà dire que pour eux, bon, ça va plus ou moins, qu'ils ne sont pas forcément des gens démunis, alors que même des gens qui sont donc dans disons, en griffe de bonnes conditions comme ça, n'ont pas d'assurance maladie. Donc, qu'en est-il du démuni, du véritable démuni? La formation professionnelle, on sait ce que ça vaut au Bénin. Le crédit, n'en parlons plus. L'assurance retraite, quand vous n'avez pas une assurance maladie, donc ce n'est pas de la retraite qu'il faut parler. Donc, c'est dire que même s'il faut aller dans les vrais sondages, même il y a des gens qui sont employés, qui ont besoin du projet H. Donc, le projet H a vraiment beaucoup à faire. Alors, Didas, avant d'en venir à Venant, dites-moi, pardon, est-ce que vous ne pensez pas que l'Arche vient régler quand même un problème social? Merci beaucoup. Je crois que moi, je voudrais saluer, remercier le gouvernement pour cette initiative. Vous savez ce qui me plaît dans tout ça? C'est une initiative nationale. Ça vient du Bénin même. On n'a pas demandé, ce n'est pas imposé. C'est le Bénin qui a conçu. Oui, mais Didas, n'oubliez pas qu'on a expérimenté, Bruno, d'autres projets qui malheureusement n'ont pas prospéré. Oui. Il y a eu par le passé le RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. Il y a eu d'autres programmes aussi d'autres projets qui malheureusement n'ont pas prospéré. Est-ce qu'on est sûr? Qu'est-ce qui nous donne l'assurance que cette fois-ci, eh bien, c'est la bonne et que ça va marcher? Oui, mais sur 77, on a pris 7 communes. Vous comprenez déjà que c'est un essai qu'on fait. Donc, pour voir et évaluer ce qu'on a entrepris sur les 4 aspects, et on veut voir si le contenu des études faites, est-ce qu'à l'application, c'est ça? C'est quand on va constater que c'est bon, qu'on va étendre aux autres communes. Donc, on va peut-être demander aux communes qui ne sont pas encore concernées de se patienter. Parce que si on fait l'essai que c'est bon, on va étendre à tout le monde et tout le monde sera satisfait. N'est-ce pas? Et oui, et je disais tantôt que c'est une initiative noble. C'est des bases solides de développement. Quand vous avez des gens qui se portent bien, vous allez espérer une production, vous allez espérer vraiment une croissance. On veut que les Béninois se portent bien. Alors, Venant, dites-nous, où en est le projet donc, dans sa mise en œuvre? Merci. Nous sommes en train de finir la phase pilote sur le volet assurance maladie. Nous avons déjà fait une phase pilote sur le volet crédit. Et je dois dire qu'en choisissant cette commune pour la phase pilote, c'est effectivement pour expérimenter le dispositif. Il y a de la méthode, il y a de la rigueur dans la mise en œuvre du projet pour mettre toutes les chances de réussite de notre côté. Et donc, pour cette phase pilote, nous avons pris en compte environ 105 000 bénéficiaires. Et nous avons distribué les cartes dans les 7 communes pilotes. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 500 bénéficiaires. Parce qu'au jour le jour, moi, je suis connecté à une plateforme WhatsApp où tous les centres de santé qui offrent les services de H actualisent tous les jours le nombre de pauvres qu'ils reçoivent dans ces centres. Et comme vous l'avez également souligné, la spécificité de H, c'est pour le moment, ça prend en charge gratuitement les bénéficiaires, pris en charge par le gouvernement. Ça offre les consultations gratuites. Vous avez les analyses gratuites et enfin, vous avez les médicaments gratuitement pour ceux qui sont les bénéficiaires de cette phase pilote. Et nous sommes en train d'expérimenter ce processus pour pouvoir tirer les conclusions et savoir si c'est tenable. Est-ce que ça ne va pas faire souffrir le budget national? Heureusement, non. Et pour le moment, les bénéficiaires ont été très sages, très corrects.
et nous sommes restés dans les limites de nos prévisions. Donc, nous avons beaucoup d'espoir pour la suite du processus. Et nous avons déjà mené une petite enquête à l'interne pour voir le niveau de satisfaction des bénéficiaires. À 86%, les bénéficiaires étaient très satisfaits et agréablement surpris de savoir qu'on peut leur donner gratuitement des médicaments à l'hôpital et revenir sans rien payer. Est-ce qu'on leur dit que ça ne va pas continuer ainsi plus tard? Oui, bon, et vous parlez tantôt de ceux que moi j'appelle les privilégiés de l'État pour le moment, les personnes démunies, et qui ont été identifiées, sélectionnées, suivant une méthode à 3 étapes, très rigoureuse. Dans une première phase, nous sommes allés dans les communautés, dans tous les hameaux du Bénin, pour monter des assemblées villageoises et proposer aux communautés de nous identifier les personnes ou les ménages en situation de pauvreté ou de pauvreté extrême. Ces ménages ont été identifiés sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, nous avons confié ces données à l'Institut national de statistique et d'analyse économique, l'INSAE, pour aller faire une enquête dans chaque ménage, les ménages pré-identifiés, dans chacun des ménages pré-identifiés. Cet exercice a été déjà accompli dans 21 communes du Bénin, dont les 7 communes pilotes. Et nous avons déjà 14 autres communes qui ont connu cet exercice et nous avons les bases de données pour ceux-là. Et très incessamment, ces 14 communes vont rentrer dans le lot des communes bénéficiaires de la phase pilote. L'INSAE actuellement s'active pour renvoyer sur le terrain dans les 56 communes qui restent, les enquêteurs, pour aller identifier les pauvres dans ces communautés. Et à la fin de tout ce processus, nous repartirons également sur le terrain avec la liste de tous les bénéficiaires retenus pour aller faire une dernière vérification, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu des intrus ou des pauvres qui ont été oubliés, afin de les intégrer dans la base pour être sûr que nous prenons efficacement en charge toutes les populations qui en ont véritablement besoin. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette première phase qui est actuellement en cours d'expérimentation? Cette phase nous permet nous-mêmes de voir si notre mécanisme prévu fonctionne convenablement, si les mécanismes de paiement des centres de santé marchent comme cela se doit, et si les bénéficiaires ont compris tout le mécanisme qu'il faut faire, le processus, et également tester un panier de soins. Nous avons identifié 28 pathologies qui ont été sélectionnées pour cette première phase, parce que nous avons souhaité prendre en charge 75% des pathologies les plus courantes et qui affectent le plus grand nombre de personnes au Bénin. Vous convenez avec moi qu'en tête, nous avons le paludisme, et ça n'a pas démenti. Les statistiques de retour du terrain nous prouvent effectivement que le paludisme est la première pathologie dont souffrent les populations. Il y en a de formes simples, mais il y en a de formes graves qui emportent très rapidement les enfants dans les milieux ruraux. Cette fois-ci, donc, avec ARCHE, nous arrivons à bout de cette pathologie grâce à la prise en charge jusqu'aux médicaments. Nous avons les cas de césarienne qui sont gratuitement pris en charge. Vous avez les traumatismes des membres supérieurs et inférieurs qui sont pris en charge. Les opérations d'appendicite, etc., sont prises en charge par ARCHE. Toutes les analyses y afférentes jusqu'aux médicaments. Donc, c'est un paquet vraiment complet. Mais quand je disais que 86% des bénéficiaires sont très satisfaits, il y a 14% qui ne sont pas satisfaits. Parce que ceux-là, parfois, ils traînent des affections lourdes ou des pathologies chroniques qui ne sont pas pour le moment dans le panier. Quand vous souffrez du diabète, quand vous avez des problèmes d'arthrose à la hanche qui vous gênent et qui ne sont pas encore dans le panier pour le moment, vous convenez avec moi que ceux-là ne sont pas totalement satisfaits. Ils auraient voulu que tout soit dans le panier. Mais tirant leçon des expériences passées et de ce qui se passe dans toute la sous-région, le gouvernement a bien retenu qu'on ne pourra pas mettre toutes les pathologies dans le panier de soins au risque de faire sombrer le système. Donc, nous voulons tester. Peut-être que très prochainement, quand nous allons rendre compte des résultats de la phase pilote, le gouvernement pourrait décider d'accroître le contenu du panier et pour prendre en charge des pathologies candidates, parce que nous avons les statistiques pour savoir mais quelle est la pathologie dont souffre encore un grand nombre de personnes qu'on peut intégrer sans pour autant faire couler la barque. Donc, excusez. Nous travaillons là-dessus et nous allons rendre compte au gouvernement. Nous avons mené une évaluation interne, comme je l'ai dit, mais nous avons l'accompagnement de l'OMS, Agence Bénin, qui nous accompagne pour faire une évaluation de façon totalement indépendante, pour qu'on ait un autre son de cloche sur ce que nous avons fait et pouvoir tirer les meilleures conclusions possibles pour la suite du processus. Est-ce qu'on est sûr que le grand nombre a l'information?
Parce que, est-ce que vous êtes sûr que quand on va descendre dans la rue maintenant, on va commencer déjà, rien que par Cotonou, passionner quelques quartiers en griffes vulnérables, on va leur demander, est-ce que vous connaissez le projet Arche? Vous êtes sûr que les gens nous diront oui? Non, je ne suis pas sûr. Parce que nous n'avons pas voulu perturber les populations pour rien. Nous avons commencé par cette zone pilote. Par contre, dans cette zone pilote, nous avons fait de la communication dans cette zone pilote. Nous avons mis à contribution les relais communautaires, il y a eu des affiches, il y a eu des annonces dans les radios locales pour informer les populations de ces zones de l'initiative. Mais les autres communes, si les gens entendent parler de Arche et entendent que certains en bénéficient gratuitement et pas encore eux, ça peut créer de la frustration. Donc, dans le reste des communes, l'information dans Cotonou est passée de façon un peu discrète. Mais dans les autres communes pilotes, oui, l'information est passée. Mylène, avant d'en venir à toi, tu permets que je prenne rapidement l'avis de Lila sur cette question. Dites-moi, on sait on est dans un pays où on se méfie quasiment de tout. Surtout, voilà, on voit qu'il y a toujours le vice quelque part. Si ça vient de l'État, est-ce que ce n'est pas un truc créé pour nous soutirer de l'argent, pour nous faire ci, pour nous faire ça? Comment persuader les Béninois ou comment persuader les bénéficiaires de ce que ce projet ou ce programme, c'est comme vous le voulez, est utile et est important pour eux? Merci beaucoup. Je crois que le coordonnateur peut-être a fait un peu économie de vérité parce qu'ils font plus. A dit la communication dans ces zones, c'est beaucoup. Il reste seulement qu'il faut étendre dans toutes les communes et qu'on fasse de communication grand public et dans toutes les langues. Qu'est-ce que c'est que H? Quels sont ces volets? Comment est-ce qu'un retraité peut bénéficier de ça? Quand est-ce que je peux commencer avant d'aller à la retraite? Il faut qu'on l'explique régulièrement. C'est ce que je crois que le coordonnateur de pouvoir dire. Parce que le Béninois est toujours dans sa tête, il est toujours sur le qui-vive. Il est suspicieux. Il ne sait pas ce que vous lui apportez, encore qu'on a été victime, vous m'excusez, de ce qu'on appelle ICC service dans ce pays. Donc, quand vous parlez de petites cotisations, non, vous vous regroupez pour faire ceci, faire ça, alors, tout le monde fuit. Toute personne n'est plus. Voilà. Alors, Mylène? Je veux bien comprendre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi Cotonou, puisque c'est en quelque sorte une période d'essai? Pourquoi pas plus proche de vous? Non, nous avons retenu 7 critères techniques qui ont fondé les choix pour qu'il n'y ait pas de suspicion autour de ces communes pilotes. Nous avons retenu par exemple les communes qui avaient les taux de pauvreté les plus élevés, les communes qui avaient un système de santé aux normes, capable d'accueillir nos malades dans de meilleures conditions. Nous avons choisi une zone sanitaire au sud, une zone sanitaire au centre, une zone sanitaire au nord. Conséquence, quand on jumelle les critères, naturellement ces communes sont sorties et sans aucune discussion. Donc, ce n'était pas un choix arbitraire? Non, c'était un choix raisonné sur la base de critères techniques retenus et on était tombé d'accord sur les critères avant de procéder au choix pour voir quelles sont les communes qui respectaient ces critères. Et c'est ainsi que ces communes ont été retenues. Bruno, est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois sont en droit d'espérer? Oui, ils sont en droit d'espérer, surtout quand on regarde les résultats que la phase pilote a produits. Je crois qu'ils sont en droit d'espérer. Maintenant, moi, je crains beaucoup. Vous l'avez évoqué, c'est vrai que le coordonnateur s'est montré très rassurant. Moi, je crains beaucoup pour le budget national parce que quand vous dites que vous avez sélectionné 75 pathologies les plus courantes dans notre pays, il y en a dont les soins coûtent extrêmement cher. Encore que le projet H va prendre en charge complètement, l'assurance sera complète, c'est bien ça. Donc, vous imaginez une césarienne, ce que ça coûtait en temps normal. Parce que les hôpitaux aussi, c'est les recettes qu'ils font pour pouvoir se payer parfois ou contribuer d'une manière ou d'une autre au budget de l'État pour pouvoir renforcer également le plateau technique. Parce que plus on aura la gratuité, plus les gens qui, en temps normal, du fait de leur pauvreté, n'avaient pas accès aux soins de santé, auront désormais accès aux soins de santé. Donc, ça demande beaucoup plus de matériel. Il faut renforcer les plateaux techniques. Vraiment, c'est beaucoup de charges. On voit la partie prise en charge, mais on ne voit pas la partie où il faut également équiper les hôpitaux. Et là, c'est un autre volet coordonnateur qu'il faudra également voir. Alors, Monsieur Kenom, dites-nous, le projet s'étend, la phase pilote s'étend sur combien de mois? La phase pilote est prévue pour durer 12 mois. Et nous sommes en train d'aller à la fin de la phase pilote. Mais la spécificité du projet, c'est que nous avons donné l'assurance maladie pour 3 ans pour les premiers bénéficiaires. Donc, du coup, à la fin de la phase pilote, ça ne va pas s'arrêter. Ils continueront d'aller aux soins jusqu'à
à la fin des 3 ans, où nous avons prévu réévaluer leurs conditions de vie pour nous assurer s'ils sont toujours en situation de pauvreté ou ils sont sortis de leur situation de pauvreté. Donc, vous convenez avec moi qu'on n'a pas d'inquiétude. Ils ont une carte d'assurance maladie, ils auront aux soins pendant les 2 prochaines années, pour ceux qui ont déjà fini 1 an d'assurance maladie. Et à la fin de ce processus, nous allons véritablement, globalement évaluer pour savoir s'ils sont toujours dans leur situation ou s'il faut les sortir et éventuellement mettre d'autres Béninois qui seront à cette époque-là en situation de pauvreté dans notre base de données. Venant Kenom, merci. C'est moi. Alors, Mylène, il s'appelle Venant Kenom. Tu n'as pas remarqué quelque chose par hasard? Non. Tu n'as pas l'œil aiguisé. Bruno, tu as remarqué quelque chose? Non. Les Kenom et leur spécificité? Ah oui. Les Kenom et le look capillaire? Oui. Les Kenom et le look capillaire grisonnant. Vous allez nous dire ce qui se cache derrière ça. Et on va percer le mystère. C'est un secret de famille. Alors, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. La dernière étape, c'est bien le quiz. Alors, c'est vrai que vous êtes coordonnateur du programme Arche, mais le temps d'une rubrique, vous serez rapidement évalué, mais pas sur l'Arche. Pas sur l'Arche, rassurez-vous. Alors, je vous explique le concept. C'est simple, petite question identification. Je sais que ça ne va pas vous dépasser, parce que vous allez trouver toutes les bonnes réponses. Vous allez former équipe avec Didas, n'est-ce pas? On va y aller. Bruno, ne me renissez pas non plus. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Alors, qui suis-je? Alors, je suis un personnage de fiction dont la vie est proche de celle des millions d'hommes et de femmes, instruits, intelligents, habiles. Je rêve d'aller à l'université. Je viens tout juste de réussir mon initiation de guerrier dans mon village de Djouré. Quand je suis capturé par des esclavagistes, ils me volent ma liberté et avec elle mon avenir en Afrique auprès de ma famille. Mais tout au long de ma vie, je suis resté animé par le même esprit guerrier, courageux, fort et résistant. Je fais face aux épreuves. Je suis un héros. Mauvaise réponse. Tu as des fictions, hein? Oui. Je suis un héros du roman Racine d'Alex Allais qui raconte. Bonne réponse pour le coordonnateur. Bonne réponse pour le coordonnateur. Je suis à la fois juge et parti. Peut-être qu'il veut bénéficier du projet H. Je ne serai pas contre. Il veut corrompre le coordonnateur. Je suis un héros du roman Racine d'Allais qui raconte les mésaventures d'un homme enlevé de sa Gambie natale et devenu esclave en Amérique, asservi et en quête de liberté toute son existence. Je suis Kunta Kinte. Bonne réponse. Que suis-je? Je suis la plus grande agence humanitaire au monde. Je suis focalisé sur les personnes les plus vulnérables, qui sont le plus souvent les enfants, les femmes, les personnes malades et les personnes âgées. Non. Vas-y. Mon action touche environ 80 millions de personnes à travers le monde entier chaque année. UNICEF. Mauvaise réponse. Le Créé programme en alimentaire 63. mondial. Bonne réponse, Bruno. Qui rétablit C'est la faim. La faim, c'est ce qui frappe le plus. Hein. Créé en 63, je suis basé à Rome. Mon but est d'éliminer la faim et la pauvreté dans le monde en apportant une aide d'urgence et une aide au développement aux populations souffrant d'une crise alimentaire. Chaque jour, j'envoie 5000 camions, 20 navires et 92 avions sur le terrain pour apporter des vivres et d'autres formes d'assistance aux plus démunis. Je suis le programme alimentaire mondial. 5000 camions, 20 navires et 92 avions. C'est beaucoup. 5000 camions. Qui suis-je? Il y a une dame sur ce plateau, je sais que ça lui fera sans doute plaisir. Je suis une telenovela diffusée pour la première fois en 97-98. Une malédiction, c'est ainsi que commence l'histoire où le surréalisme et la réalité vont de pair et deviennent complices. L'histoire commence quand Javier ramène... La chakala. La chakala. Ah oui. Il y a une femme sur ce plateau, ça va lui faire plaisir. Apparemment, ça n'a pas manqué. L'histoire commence quand Javier ramène Delia à son épouse enceinte dans un village reculé. Bien qu'entourée d'amour et de confort, elle est anxieuse pour sa grossesse. Un jour, son mari part chasser et tire sur un cerf qui, à son horreur, s'avère être le fils d'une sorcière. Paniqué, Javier enterre le cadavre dans la forêt, garde le secret avec ses hommes, mais le fantôme du mort chez sa mère, la sorcière du village, elle a pris de venger son meurtre. L'un des personnages qui font flipper a pour nom Dominga. Je suis, bien sûr, la chakala. Qui suis-je? Question littérature. Je suis né le 8 juillet 1621 et mort le 13 avril 1695 à Paris. Ma biographie enseigne que destiné au départ à une carrière religieuse, j'abandonne cette voie et deviens finalement avocat au Parlement de Paris.
Je fréquente alors un cercle de jeunes poètes de la capitale, moralistes et romanciers français. Je travaille comme maître des eaux et des forêts. Lors de mes tournées, j'observe le comportement des animaux. Cela m'inspire. La Fontaine. Cela m'inspire pour écrire des fables. Jean de La Fontaine. Donc, entre autres, le corbeau et le renard, ou encore le laboureur et ses enfants. Jean de La Fontaine. Il n'est pas que coordonnateur du programme Arche, il est aussi un grand savant. Bonne réponse, pendant qu'un homme. De partout. Qui suis-je? La question qui va départager à présent. Qui suis-je? Je suis né le 16 juillet 1971 à New York et mort assassiné le 13 septembre 1996 à Las Vegas. Je suis issu d'une famille ayant milité dans les rangs des Black Panthers. Je suis le rappeur qui a vendu... Tupac. Si c'est une bonne réponse, alors tu fais gagner un précieux point à ton équipe qui te permet de remporter le gain de la partie. Et Félix Boris Adambo t'envoie donc, on va dire, les applaudissements comme pour dire que c'est une bonne réponse. Je suis le rappeur qui a vendu le plus d'albums dans l'histoire du hip-hop avec plus de 75 millions d'albums vendus selon le livre Guinness des records 2004. Mon charisme, ma fantaisie, mon flow, mes paroles travaillées, ma mort prématurée ont fait de moi une des icônes majeures de ce genre musical et une franchise rentable. Je suis l'un des artistes ayant sorti le plus d'albums après ma mort. Je suis classé 8e meilleur vendeur posthume, tous styles confondus, dépassant Bob Marley et bien d'autres. Mon succès a largement contribué à l'explosion commerciale mondiale du rap au cours des années 90. Je suis bien sûr Tupac. Mylène qui a sorti un grand match. Venant aussi, vous n'avez pas démérité. Vous étiez à deux doigts de remporter le gain de la partie. Merci d'être passé sur la parenthèse. Merci Didas, merci Bruno, merci Mylène, merci aussi à Rebecca, à toute l'équipe de préparation et de présentation de cette émission. On se retrouve demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7h d'ici à là. Portez-vous très bien parce que vous le savez bien, sans vous, nous n'existons pas. Au revoir et à demain.